Bonjour, bienvenue dans la série sur la cosmologie. Nous allons parler maintenant de la théorie de la thermodynamique. Alors la thermodynamique, comme son nom l'indique d'ailleurs, pourrait être qualifiée de théorie de la chaleur et du travail. C'est une théorie qui décrit les corps macroscopiques, donc en ignorant tous les détails microscopiques. Nous ne présenterons ici que le principal et une infime partie de la théorie qui est très vaste. On rencontre plusieurs grandeurs physiques dans cette théorie importante. D'abord, la température, notée généralement pour la température absolue par la lettre grand T, T majuscule. Elle caractérise l'état d'un corps qui est soumis à des échanges de chaleur. Elle se mesure, bien entendu, avec un thermomètre, des thermomètres utilisant des phénomènes physiques qui sont liés à la température, comme par exemple la dilatation thermique, l'augmentation de volume avec la chaleur. C'est ainsi que l'on a des thermomètres à mercure ou à alcool. On rencontre surtout maintenant des thermomètres à alcool à cause de la toxicité du mercure. On définit l'échelle de température en choisissant deux points particuliers, deux états particuliers, et alors on construit ensuite les graduations de température. Par exemple, pour les températures en degrés Celsius, celles qu'on utilise dans la vie courante, on parle de la glace fondante, en fait en équilibre avec de la vapeur d'eau, ce qu'on appelle le point triple, et qui correspond au 0 degré. On parle aussi de la température d'ébullition de l'eau à pression atmosphérique qui définit le 100 degrés. On travaille plutôt en thermodynamique avec une température appelée température absolue. 1 degré Celsius est égal à 1 degré absolu mesuré en Kelvin. Mais le 0 est différent. Le 0 absolu, comme il est appelé, 0 Kelvin, correspond à la situation où toute la chaleur possible a été enlevée du corps. Le corps est le plus froid possible. Il est dans l'état d'énergie minimale où les particules sont immobiles aux fluctuations quantiques près. Et c'est cette grandeur-là qui est rencontrée en physique la plupart du temps. La pression, notée P majuscule, est la force exercée par les matériaux, ou surtout par les fluides et les gaz, la force qui est exercée sur une surface. La pression atmosphérique, par exemple, est due au poids de l'air qui est au-dessus de nous. Il peut être dû aussi au poids de l'eau, de la colonne d'eau pour un plongeur. Une pompe peut comprimer un gaz ou de l'air, ce qui augmente alors la pression. L'unité de pression est le pascal. Il correspond à une force de 1 newton appliquée sur 1 mètre carré. Le newton, c'est une unité de force, une masse de 1 kg à un poids de 10 newtons. On dit aussi un poids de 1 kg par abus de langage. Les pressions dans la vie courante sont plutôt souvent exprimées en pression atmosphérique, donc la pression d'une atmosphère est égale à 100 000 pascal. Une autre grandeur, notée V majuscule, est le volume, elle est évidente. Et enfin, on a les notions de quantité de matière. Elles sont assez évidentes, mais il y a plusieurs grandeurs associées. D'abord, il y a la masse, qui se mesure en kilos, et qu'il ne faut surtout pas confondre avec le poids. Le poids, c'est la force exercée par la gravité terrestre vers le bas. Ainsi, dans l'espace, nous sommes en apesanteur, nous n'avons plus de poids, mais nous avons toujours la même masse. La masse se mesure avec les balances à plateau, le poids avec les pèses personnes. La masse se mesure en kilos, donc, et se note généralement petit m ou grand M. La densité, qui se note par la lettre ρ, la lettre grecque, est la masse par unité de volume, qui exprime bien la notion de compacité, de densité. L'eau a une densité de 1.
Le nombre de moles, qui est aussi une quantité, une notion de quantité souvent utilisée, se note petite m, pas m, mais petite m, et correspond à un nombre précis de molécules ou d'atomes. C'est le nombre d'atomes donné par le nombre d'Avogadro. C'est un nombre énorme, 100 000 milliards de milliards. Ce nombre, le nombre de moles, est très utilisé en chimie. Alors pour donner une idée un peu plus visuelle, un peu plus précise, une mole d'hydrogène, c'est 2 grammes. Une mole de carbone, c'est 12 grammes. Le même nombre d'atomes, mais le carbone est plus lourd que l'hydrogène. Une autre grandeur rencontrée, c'est évidemment l'énergie, typiquement notée avec la lettre grand E. Elle se mesure en joules, et elle est bien connue de tout le monde, puisqu'elle est sur les factures de gaz et d'électricité. C'est l'énergie consommée en énergie électrique, par exemple. Elle va se décliner sous 2 formes, la chaleur notée par la lettre grand Q et le travail noté par la lettre W. W, le travail est parfois appelé énergie utile ou énergie noble. La chaleur étant parfois appelée énergie dégradée. Voilà, c'est le principal grandeur. On en rencontre d'autres, comme les charges électriques, les tensions électriques, etc. et d'autres grandeurs. Une substance donnée, par exemple de l'eau ou un morceau de fer, va avoir un état donné qui est décrit par ces différentes grandeurs. Température, pression, volume, nombre de moles, éventuellement d'autres grandeurs. Si on change l'état, par exemple en chauffant l'eau ou en chauffant le métal, ces différentes grandeurs vont varier. Par exemple, sa température va monter. Mais cela ne se fait pas n'importe comment. Ces grandeurs sont alors reliées par une loi qui dépend de la substance et qui est appelée équation d'état. C'est une équation qui va dire, par exemple, que la pression de la substance est une fonction du nombre de moles, de la température et du volume, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle l'équation d'état. Elle est différente, elle dépend de la nature des substances. Un exemple très simple, c'est celui des gaz parfaits. Alors les gaz parfaits, ce sont à peu près tous les gaz du moment que leur pression est faible. À faible pression, tous les gaz se comportent comme des gaz parfaits. L'oxygène et l'azote, et donc l'air, sont un gaz pratiquement parfait à pression atmosphérique. C'est pour ça que ces lois ont été mises en évidence dès la fin du XVIIIe siècle par les physiciens de l'époque, parce que ils pouvaient travailler facilement à pression atmosphérique, bien entendu. Cette loi, pour les gaz parfaits, s'écrit PV égale nRT. C'est-à-dire, pression fois volume est égal au nombre de moles fois la température fois une grandeur notée R et qui est une constante pour tous les gaz parfaits. C'est une constante appelée constante des gaz parfaits. On peut comprendre beaucoup de phénomènes rien qu'avec ça. Par exemple, supposons que vous mettiez un gaz dans une enceinte fermée. Dans ce cas, le volume est constant, c'est celui de l'enceinte, et le nombre de moles est constant, c'est la quantité de gaz qui est dedans. Si maintenant vous chauffez le gaz, sa température va grimper, et donc sa pression va augmenter. C'est le principe de la marmite de Papin, ou de la cocotte minute. La cocotte minute qui scelle hermétiquement la casserole avec une soupape de sécurité pour la pression, qui permet ainsi de garder une pression élevée dans la casserole et donc une température élevée, supérieure à 100 degrés, ce qui accélère alors la cuisson. Une autre expérience simple, c'est un cylindre dans lequel on effectue une compression avec un piston. Si on place un thermostat
de façon à garder la température constante. On va refroidir ou chauffer de façon à garder la température constante. Dans ce cas-là, le volume est plus constant puisqu'on comprime le gaz, mais le nombre de moles, la quantité de gaz dedans reste constante et la température reste constante. Dans ce cas-là, en diminuant le volume, en comprimant, on augmente la pression. Tout simplement, c'est le principe des machines à air comprimé. Si la compression est très rapide, comme dans un moteur de voiture, un moteur thermique, comme le moteur à essence ou le moteur diesel, dans ce cas-là, la chaleur ne peut pas être évacuée par les parois ou par un thermostat, ça va trop vite. Et dans ce cas-là, la température grimpe aussi. Les calculs sont plus compliqués parce que l'équation d'état ne suffit pas dans ce cas-là. Il faut faire appel à d'autres grandeurs comme les capacités calorifiques et des choses de ce genre. Nous n'entrerons pas dans ces détails. On peut expérimenter ça très facilement avec une simple pompe à vélo. Vous placez votre doigt sur la sortie de l'air de la pompe à vélo et vous comprimez la pompe à vélo. Vous sentirez alors que l'air devient très chaud à l'extrémité. Inversement, si vous prenez un aérosol qui contient un gaz comprimé, en le projetant, le gaz est toujours plus froid, ce qui se vérifie très facilement. Parce que là, c'est sa pression qui baisse brusquement. Alors la thermodynamique obéit à deux grands principes. Le premier principe dit que l'énergie totale d'un système isolé, il faut qu'il soit isolé, l'énergie totale est constante. Il faut qu'il soit isolé parce qu'il pourrait perdre ou gagner d'énergie avec le monde extérieur. Dans ce cas-là, on doit en tenir compte. Mais si le système est isolé, son énergie totale est constante, quelles que soient les transformations qu'il subit. L'énergie peut se transformer sous différentes formes. Et l'énergie existe sous de nombreuses formes. L'énergie cinétique est due à la vitesse. Elle est donnée par 1/2 mv carré. M la masse de l'objet, V sa vitesse, connue depuis Newton. Les forces dites conservatives sont telles que l'énergie fournie, prise ou donnée, ne dépend que de la position. Par exemple, un objet qui passe d'un endroit à un autre, qui va de 1 en 2, l'énergie qu'il faut communiquer ou que l'objet donne est alors égale à dépend alors uniquement de la position de départ et d'arrivée et pas du chemin. Dans ce cas-là, on démontre qu'on peut faire dériver cette énergie d'un potentiel, une grandeur qui ne dépend que de la position et qu'on appelle potentiel. Cette grandeur qui dépend de la position permet aussi de montrer automatiquement, puisque ça ne dépend pas du chemin, que si on effectue un cycle, c'est-à-dire si on revient à son point de départ, l'énergie échangée est alors nulle. D'où le nom d'énergie ou de force conservatrice. Un exemple, c'est l'énergie potentielle de gravitation. La gravitation est une force est donc une énergie conservatrice. Si on prend une pierre, il faut autant d'énergie qu'il faut pour la soulever qu'elle n'en rend en retombant. C'est le principe des barrages hydroélectriques. On va par exemple pomper de l'eau pour faire monter l'eau, stockant ainsi de l'énergie dans le barrage qui sera rendue en faisant redescendre l'eau et en faisant fonctionner des turbines. L'énergie potentielle de gravitation est donnée par mgh, c'est-à-dire la masse de l'objet, fois la hauteur, et fois le g qui est la constante, l'accélération de la pesanteur, qui est de 10 mètres par seconde au carré. C'est l'accélération lorsque l'on tombe en chute libre. On appelle énergie mécanique ces deux formes d'énergie, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. L'énergie thermique est la chaleur qui est emmagasinée dans les corps. Elle est due à l'agitation des molécules. C'est donc en fait une forme d'énergie cinétique microscopique et désordonnée. Mais à l'échelle macroscopique, on ne se préoccupe pas
du détail microscopique, et donc on appelle ça énergie thermique. Il y a aussi l'énergie chimique, donnée par les liaisons entre atomes dans les molécules, l'énergie nucléaire, qui est due aux énergies de liaison entre les protons et les neutrons au sein des noyaux des atomes. On appelle l'énergie propre. Alors, propre pas dans le sens qui n'est pas sale, hein, mais propre dans le sens qui est à elle. L'énergie propre d'un corps, c'est mc carré. C'est une loi issue de la relativité. C'est la masse du corps fois la vitesse de la lumière au carré. On appelle énergie interne d'un corps toutes ces formes d'énergie par opposition à l'énergie qui serait échangée avec un autre corps. Les énergies échangées sont de la chaleur, qui est un échange d'énergie thermique, et qui peuvent se faire par échange de matière chaude, par transmission des agitations moléculaires, c'est la conduction thermique, ou par rayonnement thermique, comme sur le rayonnement du corps noir. Et enfin, on note grand W, le travail, c'est-à-dire les échanges d'énergie autres que l'énergie thermique, que la chaleur. Les physiciens, à l'époque de Newton, avaient déjà constaté la conservation de l'énergie mécanique. C'est Joule qui a montré que si on incluait la chaleur, alors le total était conservé. Il l'a fait de manière très simple, en faisant tourner une hélice dans de l'eau. L'énergie pour faire tourner l'hélice se dissipait sous forme de chaleur qui faisait chauffer l'eau, et en mesurant les différentes formes d'énergie, il a vu que c'était conservé. Et on l'a étendu ainsi à toutes les formes d'énergie. Et depuis, au début du XXe siècle, on a pu démontrer la conservation, le premier principe, à partir de considérations liées à des symétries, des notions de symétrie de l'espace et du temps, et qui permettent de montrer que l'énergie doit être une grandeur conservée. C'est le théorème de Newton. L'autre principe, c'est le second principe, qui décrit l'irréversibilité de certains phénomènes. L'exemple classique, c'est vous laissez tomber un verre, il tombe sur le sol, il se brise en 1000 morceaux. Mais jamais vous ne verrez les morceaux tout d'un coup spontanément se remettre ensemble et reformer un verre intact. Le phénomène est typiquement irréversible. De même que les échanges spontanés de chaleur se font toujours d'un corps chaud vers un corps froid. Si vous mettez un corps chaud en contact avec un corps froid, la chaleur va aller du corps chaud vers le corps froid et pas l'inverse. Bien sûr, on peut forcer la transformation inverse. Je peux prendre des morceaux de verre, les refondre pour refabriquer un nouveau verre. Je peux, avec une machine, telle qu'un frigo ou un chauffage, je peux forcer la chaleur à aller du froid vers le chaud. Mais cela nécessite une intervention extérieure qui elle-même va consommer du travail. Donc le phénomène est irréversible et on le traduit par une grandeur. Alors je ne vais pas décrire comment, mais on décrit cette irréversibilité à l'aide d'une grandeur qu'on définit et qui s'appelle l'entropie, qu'on note grand S, parfois qualifiée de désordre, un peu abusivement. Cette grandeur est additive, c'est-à-dire l'entropie de deux objets, c'est la somme des entropies des deux objets, et elle est toujours croissante, ou plutôt, elle n'est jamais décroissante. Elle peut rester constante ou croître, mais jamais décroître. Et elle traduit les phénomènes irréversibles. Voilà, et à partir de ça, on fait énormément de choses. Ensuite, vous avez la physique statistique, qui elle-même est une théorie très vaste. Et cette théorie fait le lien entre les lois microscopiques qui décrivent les atomes, les molécules, les particules, et les lois de la thermodynamique. On n'entrera pas dans le détail ici. Disons simplement qu'on peut, à partir des lois microscopiques, retrouver les lois comme l'équation d'état, par exemple.
Et on peut retrouver les différentes grandeurs macroscopiques à partir des grandeurs microscopiques. Donnons quelques exemples. La pression, elle est due au choc des molécules. L'agitation des molécules font qu'elles percutent une paroi. Et ces percussions vont exercer une force sur la paroi qui est la pression. Et la température est une expression de l'agitation des molécules. Et c'est pour ça d'ailleurs que si on augmente la température à volume constant, la pression augmente. L'agitation augmente et donc les chocs sur les parois sont plus nombreuses et plus violentes, ce qui augmente la pression. L'énergie thermique, je l'ai dit, c'est une forme d'énergie cinétique. C'est l'agitation microscopique, désordonnée. Si on prend l'énergie moyenne d'une molécule dans le matériau, l'énergie cinétique moyenne, elle est alors égale à kT fois un nombre qui est appelé nombre de degrés de liberté. T, c'est la température, et K est une constante appelée constante de Boltzmann. Je ne vais évidemment pas démontrer cette relation ici. Un état macroscopique donné est en fait constitué d'un état microscopique donné, mais il existe un très grand nombre d'états microscopiques donnés pouvant donner le même état macroscopique. Si je change un seul atome de place, ça ne va pas changer l'état macroscopique. Il y a des milliards d'atomes dans un échantillon macroscopique, donc ce n'est pas un atome qui va changer quelque chose. Si j'échange deux atomes, ou ces deux-là, j'ai toujours le même état macroscopique. Donc, un état donné, T, donné par la température, la pression et le volume, peut être obtenu avec un nombre d'états microscopiques considérable, donné par la position et la vitesse de chacune des particules. Le nombre d'états considérable étant noté W, grand W. C'est la probabilité thermodynamique. Et on démontre que l'entropie de la substance n'est rien d'autre que K, la constante de Boltzmann, fois le logarithme ln de W. Une relation assez remarquable. Voilà pourquoi qualifier l'entropie de désordre est un peu abusif. C'est plutôt un désordre microscopique et qui traduit le fait qu'un état macroscopique a de nombreux états microscopiques possibles. Et on comprend le caractère irréversible parce que si le système évolue au niveau microscopique de manière aléatoire, désordonnée, il va avoir tendance à se retrouver dans des situations où il y a un grand nombre d'états possibles, plutôt que de se retrouver dans les cas très rares où il n'y a que quelques états microscopiques possibles. Et donc le système évolue spontanément vers des états macroscopiques d'entropie élevée. Le second principe est donc un principe purement statistique. Voilà pour la thermodynamique, cela nous suffira. Dans la prochaine vidéo, nous attaquerons une autre théorie très différente, c'est la relativité générale, très importante en cosmologie, et pour l'introduire, nous commencerons d'abord par la relativité restreinte. Je vous remercie.